Monsieur. Merci. Je me présente, docteur de Mumuy à Dijon. Je viens de perdre mon épouse il y a 15 jours d'une SLA, à évolution très rapide. J'en parlais à l'instant avec Madame la Présidente. C'est une évolution de 18 mois. Nous avions vu, bien sûr, le professeur Salaka s'est ménagé à la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Je voulais d'abord féliciter tous les membres du conseil d'administration pour leur action extrêmement efficace malgré la légèreté de la structure. Vous l'avez dit, monsieur, et j'approuve tout à fait, et c'est tout à fait admirable. En matière de communication, là aussi, je voulais vous féliciter, monsieur. J'ai pris contact avec Golmar, mais on n'a pas pu se voir avant la réunion d'aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est un Dijonais. Et vous avez soulevé un point qui me paraît très important. Je pense qu'on a une époque de médias, et il est bien évident quand il y a des personnalités, les jeux du tennis, là, tout récemment sur Paris, et Golmar a rencontré les grands, Nadal, etc. Et c'est sûr qu'indirectement, ça a un poids de diffusion de la connaissance pour le grand public, et ça, on ne peut pas le remplacer. Des grands du sport, c'est très porteur, et vous l'avez souligné. Un petit point que je voudrais peut-être vous dire en complément, vis-à-vis du grand public et vis-à-vis de mes confrères, les médecins, c'est peut-être de bien faire comprendre que la SLA, ce n'est pas la SEP. Et il y a des confusions, même dans le corps médical, et je parle en connaissance de cause, et ce n'est pas du tout une question de concurrence, loin de moi cette idée, mais la SLA, ce n'est pas la SEP. C'est sclérose en plaques, parce que je vois que voilà. certains peuvent s'interroger. Et ça, c'est un point à souligner, de bien le faire comprendre. La SEP, il y en a 10 fois plus, alors évidemment c'est plus connu, y compris dans le corps médical, mais même dans le corps médical, je peux vous le dire, la SLA, c'est relativement encore peu connu, malgré que Charcot l'a décrite il y a 150 ans au jour d'aujourd'hui. Et je pense que vous faites un travail admirable, mais il y a peut-être un point là aussi à préciser vers le grand public, mais vers le corps médical aussi. Il faut reconnaître nos insuffisances, et je parle en tant que médecin, je reconnais cette insuffisance. Merci. Merci. Bonjour, Bernard Royer. Je voulais simplement revenir sur le projet Pulse. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'au bout d'un an, on a avancé certes, mais qu'on est encore loin du compte? Parce que c'est quand même un vrai enjeu. C'est juste un mot pour dire que moi qui suis finalement nouveau dans le conseil, et je suis arrivé avec mon impatience de patient, si j'ose dire, et je dois dire c'est étonnant de voir quelle est l'inertie à tous les niveaux, sur tous les dossiers auxquels on se heurte. En fait. Bon, voilà, Marie-France va en dire un peu plus, mais sur Pulse, j'ai pu voir qu'en effet, la difficulté, la lenteur des discussions, des mises au point, en particulier avec un CHU, qui est une énorme machine, puisque c'est le CHU de Lille qui a été un interlocuteur majeur. Et ça, c'est vrai que déjà en tant que patient, soi-même à titre individuel, on se heurte à des organismes, des machines administratives qui sont généralement lentes, voire très lentes. Et pour tout le reste, alors qu'on se dit on est une cause, on va dire, prioritaire, c'est pareil. C'est voire pire dans certains cas, parce que les égos sont toujours au rendez-vous. Et du coup, ça crée d'énormes et de très nombreux obstacles. Voilà. Mais Marie-France va en dire plus de manière concrète, mais je voulais témoigner de ce fait-là, de ce qu'on se heurte à une lenteur, une inertie terrible quand on commence à vouloir agir. Il ne faut pas se décourager, c'est pour ça que je disais patience, patience, patience. Mais il faut dire qu'on n'est pas aidé. Pas toujours aidé en tout cas. Je vous rejoins, bien sûr, nous sommes, et je comprends tout à fait l'impatience qu'on peut avoir devant tous les projets de recherche. Enfin, on a envie que ça aille vite, que l'on trouve les solutions, et c'est bien évident. Là, c'est un projet d'envergure. Alors, je pense, tout à l'heure, vous allez avoir une présentation de ce projet. C'est Philippe Couratier, le président de notre conseil scientifique, qui va le présenter. Malheureusement, nous n'allons pas avoir David Devos, qui a eu un problème personnel aujourd'hui et qui ne pouvait absolument pas
se joindre à nous. Il m'a téléphoné ce matin, c'est lui qui est le promoteur du projet. Mais il faut savoir que je pense qu'il pourrait vous expliquer cela, on rentre dans un projet qui est un très gros projet où on touche aussi au vivant, c'est-à-dire à des procédures. Il y a des lois qui nécessitent un certain nombre de délais, de respect. On doit avoir l'avis du comité de protection des personnes parce qu'on touche à des choses qui sont celles du vivant et donc c'est effectivement assez compliqué à mettre en œuvre. Mais là, nous sommes prêts. Nous avions pour objectif d'annoncer aujourd'hui que les premiers patients, puisque l'on va travailler sur 1000 patients, que les premiers patients sont intégrés dans le projet. Ça va être d'ici quelques semaines. Le projet démarre, c'est une question de semaines maintenant. Ce n'est pas une question de mois, c'est une question de semaines. Là, ce projet va démarrer. Nous allons signer le contrat. Nous avons une dernière réunion le 27 juin et nous signerons le contrat probablement au tout début du mois de juillet. Voilà. Et ce que je pourrais rajouter en 2 mots, c'est que ce qui a retardé le projet dans un premier temps, c'est que comme c'était un projet ambitieux sur le plan financier, il fallait d'abord qu'on collecte suffisamment d'argent pour atteindre une masse financière critique qui nous permette de dire oui, l'association aura suffisamment d'argent pour assurer et pour faire en sorte que ce projet démarre. Et donc on a dû attendre 2 ou 3 ans pour avoir cette somme d'argent avant de lancer les choses. Et finalement, la mobilisation de tous les centres, la mobilisation du conseil scientifique et aussi le travail avec le CHRU de Lille, malgré les lenteurs qu'on peut déplorer, a été très, très fort, très fort. Il y a une grosse mobilisation de tout le monde et effectivement, on est sur le point d'aboutir. Merci de votre remarque, on va le faire. Bon, monsieur, on va en communiquer très vite. Aussitôt, en fait, on attend une étape importante qui est la signature du contrat, qui est une question de jours, pour pouvoir communiquer. On communiquera d'abord parce que le fait qu'on ait signé, que ça démarre réellement, c'est porteur d'espoir, mais on communiquera aussi pour vous dire, pour dire aux adhérents et à l'opinion publique, nous avons les fonds pour financer les premières années. Il faut tenir pendant 4 ans, c'est 4 ans le projet, il faut tenir 4 ans, il va falloir trouver des fonds complémentaires. Donc c'est une opération de communication que l'on accrochera sur la signature du projet. Avec Jean, on a cette intention. Et c'est vrai, peut-être qu'on aurait dû donner des informations, probablement qu'on aurait dû faire des rapports d'étape sur la négociation de ce projet, parce que nous en parlons effectivement depuis longtemps, mais comme nous sommes très impliqués, nous voyons bien que ça avance et que c'est en passe d'aboutir. Et je vous remercie de votre question, parce que ça nous a permis de clarifier cela, monsieur. Il semblerait, je souhaiterais simplement rebondir sur ce que vous venez de dire, que vous aviez aussi une initiative plus européenne avec Mines. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus aujourd'hui? Le projet Mines, si j'ai bien compris de ce que ce projet était en cours. Voilà. Oui, alors c'est une chose pour nous qui était essentielle, c'est ce travail au niveau européen auquel les médecins ont participé cette année. Je pense que Philippe Couratier va en dire un mot tout à l'heure. Nous avons effectivement, au travers du premier contact que nous avons eu avec Leonard van den Berg, ce professeur néerlandais qui travaille sur SOFIA, qui est la création de la banque de données européenne, auquel participent quelques pays de l'Union européenne, auxquels nous allons être adossés.
nous, avec notre projet Pulse. Nous avons eu donc des contacts avec ce professeur qui est revenu vers nous sur un autre projet, qui est le projet MIND, qui consiste à collecter des données sur les ADN génétiques sur un certain nombre de patients et qui demande aux associations de bien vouloir contribuer au financement au travers d'une opération de communication toute particulière auquel ils souhaitent nous associer. C'est-à-dire que nous lancerions, nous, un appel à financement sur le projet MIND dans les semaines qui viennent. Nous avons donné un accord d'une ouverture de principe sur ce projet. Nous en avons discuté au conseil scientifique. Je ne voudrais pas en parler plus que cela parce que je ne suis pas une experte et je pense que Philippe Couratier, dans la partie recherche, va nous en dire quelques mots. C'est ça, Philippe? Tu en parleras? Ou maintenant? Oui, donc le projet MIND, c'est donc un projet qui a vu le jour donc en Hollande, sur d'ailleurs une initiative d'un patient atteint de SLA. Et l'idée est de pouvoir faire une étude. Alors il y a deux parties en fin de compte dans le projet MIND. Il y a une étude de liaison, c'est-à-dire essayer de comparer l'ADN de couples de patients et de sujets contrôle pour éventuellement mettre en évidence ce qu'on appelle des spots, c'est-à-dire des liens possibles de gènes candidats. Et puis, il y a une deuxième partie à laquelle on participerait de manière plus active au niveau français, qui est en fin de compte le séquençage complet du génome de patients atteints de SLA. Alors, en sachant que l'expérience de pathologies antérieures comme la schizophrénie, il y a un certain nombre de pathologies où on peut penser qu'il y a des liens génétiques, mais qui ne sont pas forcément très clairs. Et on a vu que quand on étudie, par exemple, le génome de 2000 patients atteints de schizophrénie, on ne trouve pas grand-chose. Par contre, quand on passe à 15 000 patients, on commence à voir des différences qui sont significatives quand on les compare au sujet contrôle. Et c'est là l'idée de pouvoir pouler au niveau européen un nombre important de cas. Et voilà, donc nous, au niveau scientifique, au niveau du conseil scientifique, on a validé notre désir de participer à ce projet. Maintenant, c'est à l'association elle-même de se prononcer. Mais nous, ça nous semble également important à côté du projet Pulse, donc, qui va être adossé à SOPHIA, de pouvoir participer au niveau génétique à ce projet. Ce qui est un peu différent, l'étude des facteurs génétiques est un peu différent de l'étude des facteurs génétiques dans les formes familiales, où là, les liens génétiques sont quand même plus clairs, plus forts, mais c'est chez les patients qui n'a aucun antécédent particulier dans sa famille de cas antérieurement connus, et pour lesquels on peut se poser la question d'une participation de certains facteurs de prédisposition génétique, et on voudrait pouvoir les mettre en évidence. C'est ça le but du projet MIND. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires dans la salle, on va passer au rapport financier. Et là, je vais passer la parole à Marie-Léon, notre trésorière.